Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et je suis avec l'homme que nous appelons dans les pays du Sud. On l'appelle El Redoutable Colores Fuchiales. Et je veux bien évidemment parler de la Micaire. Et oui, vous venez de prendre des émanations de rayons lumineux rouges. Et ça donne un bon teint, paraît-il. Et Ouais. comment tu vas, mon ami Micaire ? Eh ben, ça va formidablement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news. Et j'ai envie de commencer, mon cher Greg, par le point pognon. Tu sais qu'il m'est cher. Et on va parler de Transformers pour commencer, qui est le nouveau film Rise of the Beast. Alors oui, c'est déjà la première info. Il y a un nouveau Transformers. Vu son démarrage en France, très peu de Français sont au courant que le film est sorti. Et aux États-Unis, bon, ça a commencé très mollement avec 61 millions de dollars pour son premier week-end. Le film a récolté pour l'instant à travers le monde 197 millions de dollars. C'est globalement dans l'histoire des Transformers, en tout cas en France déjà, c'est le plus mauvais démarrage. Et au niveau mondial, c'est pas folichon du tout. Derrière, aux US, Spider-Man Across the Spider-Verse continue d'être en très bonne forme. Transformers l'a détrôné, donc pour la sortie de Transformers, mais vraiment de pas grand-chose. Et il était encore à 55 millions de dollars. Il est à 225 millions aux US. Il joue vraiment des coudes avec la petite sirène qui était sortie une semaine avant. Donc chapeau. Et il est à 100 millions de dollars de rattrapé aux US les Gardiens de la Galaxie 3, qui aux US a très bien marché. Les Gardiens de la Galaxie. Il faut quand même le souligner. Mais rappelons quand même que Fast and Furious 10, par exemple, lui a arrêté sa carrière à 138 millions de dollars aux US, alors que Spider-Man est déjà à 225. Au niveau mondial, je vais faire assez rapide. Ça n'a pas changé en tête, c'est toujours Super Mario Bros qui est bien là. Les Gardiens de la Galaxie 3 ont atteint les 800 millions de dollars, chapeau à eux. Fast and Furious 10 a une excellente carrière internationale. Contrairement à la carrière US, les US boudent Fast and Furious, et d'autant plus que sa carrière ciné est terminée vu que le film est sorti en version digitale là-bas. Mais au niveau mondial, il est à 660 millions de dollars. Ant-Man est 4e, John Wick 5e, La Petite Sirène, ça monte tout doucement. C'est pas un énorme succès, mais bon voilà, on est 6e de l'année pour l'instant avec 400 millions de dollars. Et Spider-Man, très belle surprise, et 7e avec 400 millions de dollars, et il va encore sortir dans plusieurs pays. Donc on peut s'attendre à toujours à une belle carrière de ce film qu'on vous conseille chaudement, et il y a la critique à découvrir sur la chaîne. Et puis si on parle un peu de France, il y a le film Miraculous, on en a parlé la semaine dernière, qui sort le 5 juillet, et qui a eu le dimanche 11 juin une journée spéciale d'avant-première en France. Alors pas dans tous les cinémas, mais il y avait quand même pas mal d'avant-premières. Et sur ce dimanche-là, le film a réalisé la 3e performance de la semaine. Derrière, si je dis pas de bêtises, il y avait Transformers qui était dans le lot, et puis il y avait aussi Spider-Man, il y avait La Petite Sirène, enfin il y avait de la concurrence. Et Miraculous a pris la 3e place pour des avant-premières, donc c'est plutôt très solide. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. À toi pour ta première news, fais-nous rêver. Eh ben, ma première news, c'est Bryan Cranston. Bryan Cranston, c'est l'acteur que vous connaissez tous, qui joue dans... J'ai plus aucun nom de série. Breaking Bad et Malcolm. Dans Breaking Bad. Et donc Bryan Cranston, c'est ma news. Et Bryan Cranston, en fait, c'est l'homme qui jouait à la fois le terrible professeur Heisenberg dans... Heisenberg ? J'ai un doute. Dans Breaking Bad. Heisenberg. Oui, Heisenberg. Et qui jouait aussi le papa d'une famille dans Malcolm. Et il a dit qu'il prenait sa retraite. Et c'est pas pour une mauvaise nouvelle, c'est tout simplement parce qu'il veut s'occuper un peu plus de sa femme. J'ai envie de dire, c'est potentiellement une des meilleures raisons possibles. En plus, paraît-il qu'il a largement les moyens de ne plus travailler un seul jour de sa vie avec tous les films qu'il a pu faire, y compris Godzilla. Donc, il a une très belle carrière.
Bah, ma foi, Ah oui. oui. Et alors, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, avec du coup l'acteur, son co-acteur, dont j'ai complètement oublié le nom, Aaron Paul. Aaron Paul, merci. Je pensais à Sean Paul depuis tout à l'heure. Et donc, pendant qu'avec Aaron Paul, ils ont lancé une marque et une nouvelle boisson Chris alcoolisée. Paul. Du coup, il va pouvoir s'occuper de sa femme et siroter comme ça un petit peu de sa boisson. Ouais, je t'avais demandé de nous faire rêver sur ta première news et tu nous annonces quand même la retraite de Bryan Cranston, ça met le seum. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ah bon? Mais parce que je voulais faire oui. rêver, c'était quelqu'un qui avait pris sa retraite avant 60 ans. Et donc... oui, et après, je voulais aussi vous dire qu'on est à 1 mois de la 2e saison de Fondation, donc qui est une adaptation qui est sur des livres absolument exceptionnels de Isaac Asimov. Si vous vous posez des questions sur « Mais mon Dieu, George Lucas, d'où est-ce qu'il a pu trouver toutes ces idées pour faire Star Wars ?» Eh ben, wink, wink, il y en a beaucoup qui viennent de Fondation. Et donc, du coup, David S. Goyer, qui était donc un réalisateur, auteur que vous connaissez sur d'autres projets, eh bien, avait donc amené la première saison. Il amène la 2e saison également le 14 juillet. Donc, on est vraiment dans pas longtemps. Et c'est l'adaptation la plus loin du matériel d'origine que j'ai pu voir dans ma courte vie. Et c'est pas inintéressant. C'est juste que quand on est très fan de Fondation, c'est très dur d'aimer la série Fondation, parce que c'est une version alternative. Mais ça n'empêche que je peux comprendre les gens qui sont très très fans de cette série, parce qu'elle a quelque chose. Je sais pas si toi, elle t'a vraiment tapé dans l'œil aussi, et si tu vas regarder la saison 2. J'ai pas terminé la saison 1, mais elle fait partie des séries que j'ai envie de reprendre parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient, qui étant allés au bout, la trouvaient réussie et qui avaient une attente réelle sur la saison 2. Et donc, elle fait partie de ces séries Apple. En plus, Apple, moi, me rassure énormément sur les séries. Donc voilà. Et je pense je sais pas si je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais j'ai terminé par exemple la série C avec Jason Momoa. Et elle est la saison 2 par exemple, tu vois, si tu t'arrêtes juste à la 1, bah tu rates une très bonne saison 2 qui est vraiment la meilleure de la série. Alors la 3 est un peu en dessous. Mais par exemple, le dernier épisode de la saison 2 est l'affrontement entre Bautista et Momoa, qui est attendu et teasé toute la saison. Franchement, c'est une bataille qui est très 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 stylée. Et il y a beaucoup de séries récentes qui ont essayé, qui étaient plus arrogantes et qui qui se la pétaient beaucoup plus que si n'a pu le faire et n'ont jamais proposé un spectacle de cette qualité à un moment donné. Hein. Donc voilà. Et du coup, dans Fondation, dans le livre, si je me trompe pas, c'est dans le 3, il y a un des méchants les plus intéressants que j'ai pu voir dans des livres. Et il est dans les livres vraiment à la fois intéressant, charismatique, flippant. Et son arc narratif est très 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 réussi. Donc s'ils peuvent s'en inspirer, je pense que la saison 2 sera potentiellement pas mal, mais que la 3 devrait être incroyable. Voilà, mon cher Kerr, quelles sont tes news ? Eh ben, alors, avant de faire les news, je voudrais remercier les tipeurs Melo, Kekor, Noupioun, Grégory, Micronewton, Baz7, Golem Passif, Marquis Deli, bien évidemment, Cyrilou, Alp Japan, Kevin B, Matesso, Jindo, Flonoul, Eorl, Keros, Claire Yaourt et tous les autres, merci de nous soutenir, c'est grâce à vous qu'on peut faire des vidéos, donc voilà. Et pour ce qui est des news, j'avais envie de commencer, si tu le permets mon cher Greg, par une triste nouvelle. C'est Quentin Tarantino qui nous l'a annoncé. Ça fait un petit moment qu'il nous l'a annoncé, d'ailleurs c'est pas une news très fraîche, mais c'est une news qu'on n'avait pas couverte et que j'avais envie de le faire parce que j'ai trouvé ça étonnant. Quentin Tarantino a annoncé le décès de Rick Dalton à l'âge de 90 ans.
Rick Dalton, célèbre acteur hollywoodien qui a notamment a eu plusieurs prix sur la fin de sa carrière, qui était retraité depuis quelques années et qui est malheureusement décédé. Et si vous ne connaissez pas Rick Dalton, il y a peut-être une raison à cela. Rick Dalton, en fait, c'est un personnage fictif qu'a inventé Quentin Tarantino et qui est le héros du film Once Upon a Time in Hollywood. C'était Leonardo DiCaprio qui incarnait Rick Dalton. Et en fait, depuis Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino a continué de travailler sur la bio de cet acteur. Et quand je dis qu'il a gagné des prix, notamment, c'est parce que après, alors si vous avez vu Once Upon a Time in Hollywood, il avait déjà eu une belle carrière, mais pas fantastique non plus. Il a gagné des prix après l'action qui se déroule en Once Upon a Time in Hollywood. Et donc, il en parle notamment dans ses podcasts, Tarantino. Et il a continué, il a écrit un bouquin, alors que je pense pas qu'il a été publié, mais il le sera sûrement un jour, sur la vie de Rick Dalton. Et c'est marrant, mais il a annoncé le décès de son personnage fictif, qui a une date de décès, hein, je crois que c'était fin mars, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, c'était en mai. C'était le 19 mai, voilà. Nous sommes extrêmement tristes de vous apprendre le décès de Rick Dalton, connu pour ses rôles de télé dans Boontillo and the Fireman Trilogy. Il est décédé à Hawaï et a survécu à sa femme Francesca. Il est né en 1933, décédé en 2023. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'a développé Tarantino. Je trouvais ça chouette. Moi, je sais que toi, pas du tout, mais moi, j'ai beaucoup aimé Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, donc je voulais parler de cette news qui m'avait étonné, parce que quand moi j'ai vu la news en plus brute, donc tu vois, de Tarantino annonce le décès, et je me suis dit, mais qui est Rick Dalton ? Je connais ce nom, mais je voyais plus sa tête. Ben non, c'est DiCaprio. J'ai envie de te dire que ce que je dirais à Tarantino, je lui dirais peut-être il aurait fallu raccourcir la vie même d'Eric Dalton pour pouvoir passer à autre chose. Mon cher Kira, as-tu une autre news plus trépidante, je le conçois. Bah oui, je vais faire une news plus majeure. Pour diverses raisons. Et principalement la grève des scénaristes, Disney a changé énormément son planning de sortie des films à venir. Donc tout ce qui avait été annoncé notamment lors des annonces Marvel, tout a changé. Il y a globalement, tout a été repoussé sauf un film, Deadpool 3, donc qui fait l'original, Deadpool 3. Donc il a avancé, il devait sortir à l'automne 2024, il sortira finalement le 3 mai 2024, mais tout le reste est repoussé. Captain America, donc le Brave New World, sort le 26 juillet 2024. Thunderbolt est également repoussé. On avait déjà dit que le film était de toute façon en stand-by, tout comme Blade, repoussé à février 2025 à cause de la grève des scénaristes. Les 4 Fantastiques qui devaient sortir en février 2025 et pour l'instant repoussés à mai 2025. Donc il y a pour certains films c'est des décalages qui sont relativement on va dire modestes. Par contre pour les Avengers c'est plus vénère, c'est un décalage d'1 an à chaque fois. Kang Dynasty sortira finalement en mai 2026 et un an plus tard Secret Wars pour mai 2027. Donc on est là vraiment sur des reports et on se projette quand même plutôt dans le lointain, hein, puisqu'on est en 2023, je vous le rappelle. Donc là, on est sur des films qui sortiront dans 4 ans. Du côté de Marvel, le seul truc qui change pas, c'est la sortie de The Marvels, qui est toujours planifié pour le 8 novembre. Il y a eu également, dans les annonces, Avatar. Avatar est repoussé aussi. Alors ça devient un running gag, hein, puisqu'Avatar 2 a été repoussé une tonne de fois, incroyable. Là, on a un report d'1 an pour Avatar 3, qui devait sortir en 2024 et qui est finalement repoussé à 2025. On a un report d'Avatar 4 qui est repoussé de décembre 2026. À chaque fois, c'est décembre. Hein. Donc, décembre 2026 qui est repoussé à décembre 2029. Et le 5 qui devait sortir en 2028 est repoussé à
31, ce qui confirme surtout une chose, c'est que Disney a complètement cassé sa logique qu'on avait développée il y a quelques mois, enfin années même maintenant, quand Disney, alors quand ils pensaient qu'il allait y avoir des trilogies Star Wars en veux-tu en voilà, ils avaient annoncé, rappelez-vous, à une sortie d'un film Avatar une année, puis l'année suivante un Star Wars, puis un Avatar, puis un Star Wars. Là, c'est plus du tout le cas, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas d'Avatar avant 2025 et qu'il y a 4 ans entre Avatar 3 et Avatar 4. Donc voilà, il y a des dates qui ont été mises pour des films Star Wars, et là où c'est étonnant, c'est qu'il y en a 2 qui vont sortir quasiment dans la foulée. C'est en 2026, il y en a un en mai, un en décembre. Donc il y aura celui sur Rey et très probablement celui sur l'origine des Jedi. Et on a également un qui sort en décembre 2025. Donc théoriquement, le prochain Star Wars arrive en fin d'année 2025. Et puisque je parle d'Avatar et du fait qu'il est repoussé, il y a un truc rigolo, c'est la réaction de Zoé Saldana, qui joue Neytiri, je massacre son nom de Navi dans le film. Donc Zoé Saldana, qui est l'héroïne d'Avatar, en story Insta a dit « Super, j'aurai 53 ans quand le dernier film sortira, j'ai commencé, j'en avais 27 pour le premier Avatar ». Oui, c'est vrai qu'avec tous les reports, elle a passé presque 3 décennies dans l'aventure avec James Cameron. Bon, après, il y a des aventures sûrement plus désagréables. Et puisqu'on en est à des annonces de dates et tout, même si ça va être amené à changer et tout, sachez que Sony a posé 2 dates pour des films Spider-Man, le 8 novembre 2024 et le 27 juin 2025. C'est quasiment sûr, d'après la presse américaine, que le juin 2025, c'est le nouveau Spider-Man avec Tom Holland. Et le 8 novembre 2024, ça pourrait être pour Venom 3. Voilà, mon cher Greg. Eh bien, merci Kerr. Du coup, passons de l'autre côté du miroir, passons du côté de chez DC avec la Warner. La Warner qui vient de confirmer que le réalisateur de talent, Andy Muschietti, le réalisateur qui a fait The Flash, et oui, qui a vraiment fait un très bon film, ouais, qui nous a massacré. Je peux, même avec du second degré, ça me fait mal à la langue. Du coup, Andy Muschietti qui nous a massacré le premier film du Flash, eh bien sachez qu'il vient d'être confirmé en tant que nouveau réalisateur pour le prochain Batman de Brave and the Bold, ce qui veut dire que, eh bien, ça va peut-être être un des premiers films Batman depuis que nous n'avons pas eu la chance de revoir à l'image Schwarzenegger en Schtroumpf chauve. Eh bien, depuis ce très très grand film de Batman, tous les films de Batman quasiment m'avaient énormément plu. Et là, va falloir que je m'attende à quelque chose de pas ouf. Et surtout que, pour rappel, c'est la première fois qu'on verra le personnage de Damian Wayne sur le grand écran, qui est donc le fils de Batman. C'est un arc très important dans les comics. Personnage très très compliqué à gérer. Ouais, ça promet rien. Et puis, puisqu'on en est sur Warner, The Hollywood Reporter nous annonce qu'il va y avoir des personnages donc de The Authority qui vont apparaître dans le prochain film de Superman, même si du coup au niveau du casting rien n'est confirmé, on n'a pas d'acteur, on n'a pas de scénariste, et c'est normal puisque les contrats ne sont pas signés, nous précise Hollywood Reporter, à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs qui est en train de se profiler, puisque, je le rappelle, on l'avait couvert dans News il y a quelques temps, là, les acteurs viennent de signer le premier pacte qui leur permettra de rentrer en grève d'ici quelques jours, ce qui, à mon avis, ne promet rien de bon. Deuxième chose, et du côté, je retourne de l'autre côté de la barrière, et je retourne du côté de chez Marvel. Et bien, comme Marvel a racheté, donc comme Disney a racheté à la fois Marvel et la Fox, eh bien, ils ont les droits des personnages Marvel, bon, ça vous le savez, mais aussi du Predator. Et donc, la prochaine série de comics qui va sortir à partir du 20 septembre, ce sera Wolverine
contre le prédateur. Et ça, je pense que ça risque de promettre beaucoup. C'est Benjamin Percy, donc qui va écrire, qui sera au scénario du comics, qui avait fait notamment les X-Force et certains des Wolverine. Et par contre, sur la partie graphique, il va y avoir Ken Lashley, Kei Zama, Andrea Di Vito et Greg Land. Voilà. Toi, ça te dirait d'acheter un petit comics Wolverine versus Predator ? Bah pourquoi pas, ils avaient aussi teasé, d'ailleurs je sais pas si ça existe déjà, des Avengers versus Alien au moment du rachat de la Fox par Disney. Donc c'est vrai que Wolverine contre Predator c'est plutôt pas mal. Moi vu que tu as parlé de Muschietti et de Flash, je vais parler un peu de Flash parce qu'il y a plein de news là au moment où on vous parle, parce qu'ils sont en pleine promo du film The Flash, donc dans les interviews ils se lâchent. Parfois en bien, parfois en mal, vous verrez, autour du film. Et il y a des petites infos aussi qui sortent comme ça dans la presse américaine. Et par exemple, Muschietti, qui est donc le nouveau réalisateur du prochain Batman, comme tu disais, n'était pas du tout le premier choix des réalisateurs, pas du tout des producteurs de la Warner, quand Rick Famuyiwa, je vais pas y arriver sur Famuyiwa, pardon, Rick, si tu nous regardes. C'est pas fait exprès, si j'ai massacré ton nom. Quand Rick Famu, le fameux Famu, s'est retiré du projet The Flash, Muschietti était assez loin. Il y a eu pas mal de réalisateurs qui ont refusé ou qui n'ont pas pu pour des problèmes de planning ou tout simplement pas envie. Il y a Sam Raimi qui a préféré partir sur Doctor Strange. On a Mark Webb, on a Ben Affleck qui a refusé de réaliser le film. Jordan Peele, alors là, si Jordan Peele avait réalisé ça et que par exemple il avait jamais fait Nope, ça aurait été vraiment du gros PLS. Matthew Vaughn a refusé aussi, Robert Zemeckis, et le film avait été également proposé à Lord et Miller qui avait refusé. Donc voilà, beaucoup de réalisateurs. Et quand je vous disais que dans la promo tout ne se passait pas à merveille, c'est l'acteur Michael Shannon qui joue Zod. Alors Michael Shannon est un acteur de grand talent qui a joué quasiment que des grands trucs, qui sélectionne vraiment avec minutie ses rôles et qui fait très peu de gros blockbusters. Alors, il a fait quelques films moisis, on est d'accord, hein, mais il fait quand même attention. Et quand il avait été casté pour Zod et qu'il avait accepté, c'était pour Snyder. Et il a, première info, il a demandé à Zack Snyder ce qu'il en pensait de son retour dans Flash avant d'accepter, et si Zack Snyder était d'accord pour que l'ami Michael Shannon revienne dans le film. Zack Snyder a dit oui, vas-y, ça me dérange pas, il y est allé. Et il lui avait dit pourquoi pas, ça peut être bien pour toi. Et là, dans la promo, il a balancé cette phrase assez lunaire. Il a dit, je vais pas vous mentir, c'était pas très satisfaisant pour moi en tant qu'acteur de revenir dans The Flash. J'hésitais à revenir parce que je n'étais pas vraiment content avec ce qu'ils avaient fait à Zack Snyder. Alors, en ayant vu le film, et c'est un élément qu'on n'a pas trop développé dans le film, dans la critique, pardon, le développement du personnage de Zod dans The Flash, c'est une blague. Hein, et je peux comprendre que Michael Shannon n'a pas apprécié pour lui en tant qu'acteur de jouer dans The Flash. Et un truc aussi qui est très intéressant, c'est je pense qu'à terme, je ne serais pas étonné qu'on découvre que le film The Flash a coûté plus cher en com qu'en création du film lui-même. Alors vous savez, on dit souvent c'est kiff-kiff ou un peu moins en com, enfin globalement le budget com est jamais mis dans le budget du film et il faut parfois doubler pour avoir le vrai montant ou c'est 2 tiers, 1 tiers. Là je pense que au niveau de la communication et de la thune lâchée par la Warner pour faire la promo du film, c'est assez dingue. Il y a des infos qui sont sorties là, notamment pendant les finales pendant les playoffs de la NBA. Ils lâchaient 14 millions de dollars pour des spots publicitaires pour The Flash. En France, les publicités de The Flash étaient très régulières sur TF1 lors des prime time. Ils ont fait le Super Bowl et tout. Enfin bref, ils ont claqué une thune, à mon avis, colossale dans ce que Hollywood Reporter qualifie de campagne massive. Donc c'est à creuser, mon cher Greg, mais à mon avis,
C'est extrêmement paradoxal quand tu vois le film. Ça, je vous invite à regarder la vidéo. Pas tant que le film est loupé, mais plus dans l'ambition qu'a le film réel. C'est derrière la Warner survend un film qui lui-même reconnaît qu'il n'a pas l'ambition d'être quelque chose de dingue. C'est assez étonnant. Voilà mon cher Gaga, toi. Eh bien, est-ce que tu souhaitais entendre une nouvelle musique créée par les Beatles ? Oui, avec grand plaisir. C'est vrai qu'ils font plus grand-chose en ce moment. Et ouais, et en fait, le truc, c'est que les Beatles s'étaient retrouvés avec un problème assez bloquant. Enfin, je peux vraiment comprendre. La mort de John Lennon. Exactement. En fait, ils étaient tout simplement bloqués par le décès d'un des membres, et du coup, eh bien, ce membre ne compose plus de musique. Ringo Starr est mort aussi, je crois. On est dans un monde où c'est de moins en moins un frein, en fait, la mort. On voit des acteurs qui sont morts, qui pourtant font des caméos dans des films, hein, par exemple dans Flash. On a vraiment... Il y a vraiment un acteur dans Fast and Furious qui revient régulièrement alors qu'il est décédé il y a une dizaine d'années. Vraiment, la notion de mort versus la notion d'argent à gagner, en fait, on sent que la mort a perdu. Voilà. C'était le grand combat, la vie contre la mort gagne. La mort contre les dollars, le dollar gagne. Et donc dans la catégorie le dollar gagne, eh bien il y a donc les Beatles et particulièrement Paul McCartney qui a donc ressorti eh bien une nouvelle composition de John Lennon. Alors pour être précis, c'est une composition qu'il avait écrite juste avant sa mort qui a été engendrée par son décès. Et en fait, le truc, c'est que ils ont réussi à entraîner une IA à chanter comme lui. Et du coup, la composition a été peaufinée par Paul McCartney et visiblement l'IA. Et l'IA a réussi à chanter comme lui. C'était une tentative qu'ils avaient fait en travaillant avec des ingé-sons, etc. pour sortir du coup il y a déjà quelques années. Et c'est en 95 déjà, ils avaient essayé de réfléchir à sortir ça, mais ils n'avaient pas pu. Et donc là, une nouvelle chanson de John Lennon, c'est trop alléchant. Et donc du coup, ce bon vieux John Lennon, eh bien, depuis son cercueil, va pouvoir nous chanter une petite chanson qui va justement, sans doute, nous faire vraiment chaud au cœur. C'est souvent, on dit tu connais cette expression picarde, quand les morts chantent, les vivants dansent. Et eh bien, du coup, c'est ce qu'ils disent de ton côté, mon cher Kerr, ou pas ? Ah, il y a une ressemblance entre Kerr et John Lennon. Tu serais pas le... Ouais. Bref, et donc du coup, revenons-en à nos moutons. Il y a une news que j'ai trouvée assez marrante. Alors, il y a une news qui pourrait avoir aucun impact, qui pourrait avoir un impact considérable. En fait, j'ai découvert que depuis 2021, en fait, il y a un problème juridique aux États-Unis qui est que, donc, admettons Kerr, on va imaginer 2 secondes que tu es un dessinateur, créateur, scénariste et tout au service de Marvel et tu crées des personnages comme ça. Et tu crées Spider-Man, tu crées des super-héros de ouf. Tu as donc un salaire, tu es payé, tu es un employé de la société. Et donc, admettons, mon cher Kerr, que tu es donc un dessinateur embauché, tu es en CDI chez Marvel. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que visiblement, il y a un petit trou juridique avec tes droits d'auteur. Est-ce que le fait que tu aies créé Spider-Man, c'était tout simplement le fait que tu étais pigiste / employé, ou est-ce que tu as quand même des droits d'auteur ? Et en fait, visiblement, en ce moment, la question se pose aux États-Unis, et depuis 2021, la question a été ouverte avec Gene Colan, Steve Dicto, Don Heck, Don Rico, Larry Bieber, et alors tous ces noms qui peuvent vous parler ou pas vous parler, en fait, c'est des gens qui ont fait, qui ont créé les Avengers, qui ont créé Captain America, Daredevil, Iron Man, Spider-Man, les comics, Journey into the Mystery, Marvel Super Heroes, Strange Tales, et donc, en plus de tous ces comics,
tous les héros qu'ils ont créés dans ces comics, ces méchants qu'ils ont créés dans ces comics. Et alors, le truc, c'est que donc depuis 2018, il y a la famille de Steve Ditko qui a donc ouvert donc un procès autour donc il demande en fait la paternité et des droits sur Spider-Man et Doctor Strange, ce qui peut-être un peu stresser Marvel et stresser nos amis de chez Sony. Et en fait, donc là, il y a en ce moment une partie de ces procès qui est en train de se dealer. En fait, ils vont accepter du cash et puis comme ça, le procès est fini. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et visiblement, et plus précisément, il y a particulièrement Doctor Strange qui est complètement ouvert sur la table et certains des droits de Spider-Man aussi. Tu peux imaginer un retournement de situation incroyable avec en fait... alors, bon, au final, ils ne le veulent pas pour les garder pour eux. C'est juste une question de thunes. Mais on pourrait imaginer un film de Spider-Man, le prochain Doctor Strange, annulé, reporté de plusieurs années en attendant qu'ils trouvent un accord financier. Ouais. Moi, j'ai trouvé cette news un petit peu marrante. Oui, non, mais j'espère que ça va pas arriver quand même. Parce que s'ils enlèvent par exemple Spider-Man de toutes les licences où il est utilisé actuellement, déjà ça va pas être cool pour la sortie du jeu. Mais en plus dans Marvel Snap, je joue un deck où je joue la carte Spider-Man. Donc s'ils l'enlèvent, là ça va m'embêter. Si je te suis, imagine donc il y a le jeu Spider-Man qui sort, mais il retire le personnage de Spider-man. C'est la merde. Ouais. Oui, c'est embêtant parce que le jeu s'appelle Spider-Man. Tu joues des NPC, tu joues des ouais. Tu joues les piétons de New York. Ouais. Moi, j'ai d'autres news, mon cher Greg, et ça, je vais commencer par une rumeur qui prend de l'ampleur aux US. C'est l'annulation possible de la série The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp. Malgré un très bon démarrage sur HBO, la série pourrait ne pas être renouvelée pour plusieurs raisons. C'est une série qui a été créée par Sam Levinson, qui est derrière Euphoria. La série fait polémique, elle est jugée trop trash. Le personnage de The Weeknd est considéré vraiment comme un personnage absolument détestable, et c'est pas dit que The Weeknd, qui a quand même une très grosse carrière au niveau de la chanson bien sûr, ait particulièrement envie d'entacher son image avec la série, surtout si elle fait pas l'unanimité. Donc plusieurs raisons qui pourraient faire que HBO annule The Idol, qui est vraiment la grosse série du moment de la plateforme Max. Autre information, il y aura une série sur Vice Versa, Inside Out, donc le film Pixar, en une série animée programmée sur Disney+, comme il y a eu par exemple une série sur Monstres et compagnie et sur Là-haut. Les deux étaient globalement loupés, on peut d'ores et déjà le dire, donc je n'attends absolument rien de cette série sur Vice Versa. Il y avait une rumeur importante qui était en train de gonfler sur l'adaptation de l'univers Zelda en film animé par Illumination après le succès de Super Mario Bros. Apparemment c'était vraiment quelque chose qui était bien engagé, et en fait le big boss de Illumination, Chris Meledandri, a dit que c'était complètement faux et qu'il n'y avait rien absolument de prévu là-dessus. Et dernière petite news là, dans la flopée de petites news que je te ponds là, pour te dire qu'il y a eu l'avant-première hollywoodienne d'Indiana Jones and the Jewel of Destiny, et le cadran l'a dessiné, je crois en français. Et figure-toi que le thème du film a été fait sur scène par John Williams et son orchestre. Donc John Williams, qui a plus de 90 ans et qui a annoncé sa fin de carrière là, il était sur scène. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et il y a des vidéos qui sont en ligne, des vidéos tout à fait légales, donc vous pouvez les checker. Voilà mon cher Greg. Bah écoute, c'est pas mal. Est-ce que tu en auras d'autres ou pas ? Ou j'enchaîne ? Ouais, après, moi je terminerai avec deux petites news sur le Spider-Verse. Il faudrait juste que tu mettes des traits noirs et juste un tout petit peu de bleu, et tout le monde croirait que c'est toi, Spider-Man. Ça, c'est stylé.
puisqu'on parle de Spider-Man, ça l'a fait penser à Attraper les méchants. Attraper les méchants, ça fait penser un peu à la course de Netflix autour d'attraper tous ces gens un petit peu partout qui, du coup, partagent leur mot de passe parce que c'est des fous. Après tout, ils ont écouté ce que Netflix disait qu'il fallait faire. Donc le partage de comptes sur Netflix, c'est fini, vous le savez tous. Et sachez que donc il y a sur les réseaux sociaux, on a tous vu des gens en masse dire je me désabonne Netflix, ce n'est pas juste et tout. Et en fait, sachez que là, c'est le record, c'est le pic de l'histoire de Netflix, du nombre de nouveaux comptes créés par jour. Ils ont atteint les 100 000 nouveaux comptes créés en une journée. Si vous posez la question, le pic précédent, c'était pendant le Covid et c'était de 93 000. Et ils sont sur une moyenne qui est la plus haute moyenne de l'histoire de la boîte. Ils sont sur une moyenne de 73 000 nouveaux comptes par jour. Donc c'est énorme. Il faut relativiser. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est comparé à tout l'argent d'Amazon? Il gagne. Non, mais on est d'accord. Il gagne 70 000 abonnés par jour, etc. aux US. Et ils estiment qu'il y a 100 000 foyers, 100 millions de foyers dans le monde qui étaient en partage de comptes. Donc là, on a le chiffre des gens qui passe de j'arrête de partager mon compte, enfin d'être sur le compte de quelqu'un pour créer mon compte, ok, mais on n'a pas du tout le chiffre de comptes qui ont arrêté le partage et dont les personnes ne sont pas revenues sur Netflix. Et à mon avis, ce chiffre-là, il est énorme. Les différentes estimations qui avaient été faites disaient pas du tout que Netflix allait gagner une tonne d'abonnés, mais qu'ils allaient perdre par contre beaucoup d'utilisateurs. Faire une différence entre les abonnés et les utilisateurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Netflix gagne des abonnés, mais perd énormément d'utilisateurs. C'est ça, pour moi, le truc à prendre avec des pincettes. Ce qui va les intéresser, c'est qu'ils gagnent plus d'argent par utilisateur, ce qui est leur but. Et oui, bien sûr. La question qu'il faudra se poser, et là où je rejoins ta nuance, c'est que le juge de paix, ce sera quand dans le prochain rapport trimestriel, ils annonceront combien de comptes il y a d'actifs, et il faudra donc tout simplement voir s'ils ont gagné ou perdu des abonnés, et à ce moment-là, on verra si c'est une bonne décision. Ce qui veut dire que si c'est le cas, s'ils gagnent des abonnés, il va falloir vous attendre que Disney, chez qui pour l'instant techniquement les gens peuvent se partager les comptes, qu'il y ait des restrictions, que chez tous les autres streamers qui n'ont pas mis en place de restrictions, il y en ait, parce qu'ils sont tous hyper à l'affût de l'argent. On l'a couvert déjà plein de fois. Il y a Netflix, ça va pas financièrement, mais Disney ça va pas, Paramount ça va pas, enfin vraiment chez tout le monde l'argent est un souci, et donc du coup on vous suivra et on vous dira un petit peu comment ça continuera. Oui. J'aimerais rajouter un truc quand même qui est important, il y a un autre chiffre qu'on n'a pas, c'est le nombre d'abonnés qui ont switché entre un abonnement 4 écrans à un abonnement 2 écrans moins cher. Et là-dessus, Netflix va perdre de l'argent. Et il va y en avoir beaucoup de comptes comme ça. Et combien de comptes il y avait à 20 balles qui vont se transformer en compte à 5 € avec la pub? Ah oui, avec la pub aussi, t'as raison. Donc, moi, là, pour l'instant, c'est très clairement, c'est Variety qui a balancé les premiers chiffres et tout. Et ils le disent dans l'article, attention, c'est communiqué par... notamment, il y a Netflix qui va communiquer dessus et tout. Là, pour l'instant, t'as vraiment l'impression qu'on est dans une phase de communication Netflix qui essaye d'éteindre le feu. Par contre, moi, il y a un truc... qui est indéniable, c'est que l'image de Netflix a pris un énorme coup dans la tronche, et que là, par exemple, je l'ai retweeté, attends, je vais te le partager. Il y a un tweet de Desserto qui dit Netflix va ouvrir un restaurant à Los Angeles, et il y a un mec qui le cite en disant qu'est-ce que c'est dommage qu'on puisse pas partager une table. Et en fait, il y a énormément sur Twitter et compagnie de personnes qui trollent Netflix sur le partage de comptes, et accessoirement, là, il y a quasiment sur tous les tweets de Netflix et notamment sur l'annonce de... Ils ont été assez maladroits. Il y a eu l'annonce, tu sais, de la nouvelle offre avec Canal+, qui s'appelle Rat Plus épisode 2, je crois.
pour les moins de 26 ans. Netflix a fait un tweet et dessous, ça n'est que un déchaînement de haine ou de gens qui font des réponses très drôles. Mais en tout cas, je pense que l'image de Netflix va énormément pâtir de ça. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact, je pense, sur le long terme, au moins le moyen terme. Donc là, les abonnements à l'instant T, sur peu de temps après la mise en place de la mesure, ok, très bien. Mais sur le long terme, tu parlais de résultats trimestriels, on peut même aller plus loin. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur Netflix et juste une question aussi de pouvoir d'achat. On est dans un contexte où on peut accepter de mettre 5-6 balles par mois quand on partage un compte avec plusieurs personnes. On peut aussi se dire, bah non, 15 balles, c'est trop. Et donc, comme les choses sont pas faites pour s'améliorer, moi, je suis sceptique. Hein. Je pense qu'ils vont gagner des abonnés, mais on verra. Ok. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va vite voir tout ça. Et ce qui me donne une transition absolument pas fluide avec ma news d'après qui est sur donc il y a la grève des scénaristes, la grève des acteurs, on en a reparlé, elle est potentiellement en cours dans vraiment pas longtemps. Du coup, il y a la guilde des réalisateurs qui était en pourparlers en fait avec pareil le gros regroupement de toutes les grosses productions américaines et qui est arrivé à un accord pour dire que ils étaient d'accord. En gros, il y a quelques points qui ont été validés et qu'ils ne rentreraient pas en grève. Ce qui a suscité un tollé chez les membres qui disent qu'ils se sont fait trahir par leur comité qui a validé des trucs que eux n'auraient pas validé s'ils l'avaient voté. Et donc, ça crée des grosses tensions au sein même de l'entité des réalisateurs qui disent qu'ils sont trop à la botte des producteurs. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je ne sais pas si du coup des réalisateurs vont essayer de sortir de cette association pour unilatéralement essayer d'être en grève. Je pense que aux États-Unis, la manière dont c'est fait, ils seraient obligés de recréer un syndicat, donc ce serait pas facile. Mais en tout cas, ce qui a l'air d'apparaître, c'est qu'ils ne rentreront pas en grève rapidement. Voilà. Et donc il y a beaucoup de réalisateurs en ce moment sur les réseaux sociaux qui disent se désolidariser complètement de l'association des réalisateurs. Voilà le pourquoi du comment. Est-ce que tu veux enchaîner, mon cher Kerr ? Bah oui, alors moi je vais terminer avec deux petites news sur Spider-Man. La première, c'est que Lord et Miller, hein, qui sont derrière Spider-Man et qui gèrent une équipe aussi de producteurs assez importante, ils ont parlé de Beyond the Spider-Verse, donc le prochain film, et qu'ils ont dit que pour eux ça serait terminé après. Donc il y a des projets, hein, d'autres films animés, il y en a notamment un qui a été annoncé sur Wonder Woman. Non, pas Wonder Woman, Spider-Woman, pardon. Par contre, ça serait sans Lord et Miller. Et ils ont expliqué qu'en fait, pour eux, ce serait terminé parce qu'ils sont véritablement éreintés par l'aventure incroyable qu'ils ont vécue avec Into the Spider-Verse et Across and Beyond, et que là, ils ont besoin de faire autre chose. Et il y a une histoire assez incroyable qui est autour du film. Across the Spider-Verse, lorsqu'ils ont sorti le premier trailer du film, il y a une version revisitée du trailer qui est sortie en ligne, fait avec des Lego. Et en fait, ce trailer il a buzzé, hein, on va dire très clairement, et il a été pondu par un jeune Canadien de 14 ans. Rien que ça, qui vit à Toronto, dont les parents sont camerounais, et qui a réalisé sur un logiciel qui s'appelle Blender le fameux trailer de Across the Spider-Verse sauce Lego, et il a été contacté par Sony, par Lord et Miller, qui lui ont proposé de réaliser une scène dans Across the Spider-Verse en Lego. Et la fameuse scène que l'on voit dans le film Across the Spider-Verse a été réalisée par ce gamin, Preston Muntambunga,
du haut de ses 14 ans. Et alors, c'est marrant parce que donc il y a une longue explication, un très long article dans le New York Times qui explique tout ça. Il a réalisé cette scène le soir après ses devoirs et pendant les vacances scolaires, et qu'il était en contact régulier avec les réalisateurs, où il leur transmettait ses idées, il a eu l'avancée du projet, etc. Et donc cette scène, qui est très réussie dans le film, il faut le souligner, comme le trailer d'ailleurs, a été réalisée par un enfant de 14 ans qui, permettez-moi de le dire, pue le génie quand même. Donc chapeau à lui. Voilà. Il y a même ses parents qui sont interviewés dans l'article du New York Times. Franchement chapeau, hein, parce que déjà moi j'avais trouvé ça très chouette dans le film, mais savoir que c'est un amoureux de Spider-Man, un gamin qui a fait ça dans son temps libre, et qu'il y a une reconnaissance comme ça de cette équipe, de cette production de Across the Spider-Verse, et qui font appel à lui. Je trouve ça génial. Ça me fait penser, tu sais, au mec qui avait refait Skywalker dans Mandalorian, et qui avait mieux fait Skywalker dans son coin que les studios de LucasArts, et qu'il avait été du coup embauché sur la saison 3. C'est un peu la même histoire, mais en tout cas celle-là, je trouve que c'est une très belle histoire, et j'ai envie de te dire, mon cher, je pense que tu seras d'accord, ce genre de belle histoire associée à Spider-Verse, ça m'étonne pas. Le projet et ces films transpirent tellement l'amour de la chose bien faite, et que ça soit sur Spider-Verse, ça m'étonne pas. Voilà. Mais je trouve que tu passes un petit peu à côté de la news, parce que il y a un élément que tu as oublié de préciser qui, je trouve, change énormément de choses. C'est tout simplement que il était bénévole. C'est-à-dire qu'eux, ils ont gagné des thunes de ouf. Ils l'ont fait bosser pendant ses vacances. Il n'a pas eu un centime. Il a eu... N'importe quoi. C'est vrai que ce serait alors je sais pas si c'est vrai. Mais ce serait le détail qui changerait absolument tout. Non. Ouais. Après le crunch, les réalisateurs démissionnent et un mineur qui bosse gratuitement. Bref. Et évidemment, tout ce que je viens de dire c'est du second degré. Où est-ce que j'en étais à Steven Spielberg. Alors des petites news, mais celle-là elle m'a plu. Steven Spielberg a écrit une lettre à l'équipe de The Last of Us pour les féliciter sur l'épisode de Bill et Frank. Donc il a fait toute une grande lettre ouverte pour dire que c'était un épisode d'une réalisation, d'une émotion incroyable, et que c'était vraiment faire avancer les choses, le médium, etc., etc. Donc je pense que quand Spielberg t'envoie un petit mail en disant écoute mon petit, c'est vraiment bien ce que tu fais, je pense que tu peux mettre 2 fois des frites dans ton plat le soir, parce que ça mérite d'être vraiment soir de fête. Une news où en fait j'ai pris le début de la news, mais j'espère que tu vas t'en saisir, mon cher Kerr, parce que c'est toi le spécialiste du pognon entre nous deux. Mon cher Kerr, la news que je voulais te faire, c'est la petite sirène. Est-ce que tu es au fait donc du film La Petite Sirène qui est sorti? Ouais, c'est le truc avec la lessive. Ariel. Exactement. Et donc en fait, La Petite Sirène avait été vendue par donc le patron de Disney, Bob Iger, aux actionnaires de Disney comme étant le poids lourd qui allait casser la baraque, rappeler à tout le monde. Alors, c'est qui le patron. C'est pas un poids lourd, c'est un poisson. Déjà, il y a tromperie sur la marchandise. Quand je t'écoute, si le mec fait pas la différence entre un camion et un poisson, on est mal barré. Mais ok. Quand je t'écoute faire ces vannes, parfois je suis en apnée. Et je trouve qu'on prend. Je te saoule. Et je trouve qu'on prend un peu l'eau. Du coup, en fait, donc il avait vraiment expliqué, genre, ça va tout péter, La Petite Sirène va être le plus gros carton que vous avez. Enfin, bref, il avait vraiment vendu le truc comme étant, bon, Disney, ça va pas fort en ce moment, mais La Petite Sirène, vous allez voir, ça va être un truc incroyable. Et La Petite Sirène, pour l'instant, d'un point de vue mondial, a
au moment où j'avais fait les news, donc il y a quelques jours, avait engrangé 400 millions de dollars. Les analystes disaient que ça allait tranquillement se finir sur les 500 millions de dollars et que le plus gros problème, c'est que la très grande majorité des revenus venaient des US, mais ça a sous-performé complètement partout dans le reste du monde et ça va le classer au-dessus de Dumbo, Alice, Cruella et l'apprenti sorcier. Et en gros, donc ils sont à peu près à 300 millions de dollars. Et ça va le mettre au niveau de Maléfique, 491. Et en dessous de Cendrillon, qui est à 543. Mais évidemment, très très loin des films milliardaires qu'étaient Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Aladdin. Alors Aladdin, pourquoi Aladdin est milliardaire? Ça, j'en ai aucune idée. Attends, La Belle et la Bête est milliardaire? Ouais. Le remake. Bah, ça, j'avais oublié, tu vois. Et alors tu l'as oublié, mais par contre, tu sais, il y avait ce deal où elle avait accepté La Belle et la Bête. J'ai complètement oublié Hermione. Emma Watson. Emma Watson avait accepté La Belle et la Bête en échange qu'elle ait un pourcentage des revenus. Et elle a lâché La La Land pour ça. Enfin, oui. Donc en fait, le truc, c'est que moi... Alors, rappelons rapidement, le film, s'il fait 500 millions, il est estimé, ce film, à avoir coûté entre 250 et 280 millions de dollars. Ce qui veut dire que le budget communication, qui est souvent le double, on peut imaginer que le film donc, a coûté en vrai à Disney entre 500 et 560. Et comme le rappelle souvent Kerr, 500 millions de revenus, il faut bien imaginer que la moitié part dans le circuit des salles, enfin plus de la moitié. Donc en fait, on peut imaginer que le film est dans un déficit intersidéral. Pour les Disney, c'est un peu moins de la moitié. Mais dans tous les cas, il est pas rentable au cinéma. Mais c'est plus que pas rentable. C'est 250 millions de pertes minimum, sachant que c'était censé être le film qui remettait Disney à flot en allant taper tranquille le milliard. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que du coup, c'était l'argument massu de Bob Iger pour ses actionnaires pour pas que Disney continue de se péter la gueule. Je pense que les gens n'iront pas voir La Petite Sirène au cinéma, mais par contre, il y aura vente de VOD. C'est un film que les gens auront envie de voir sur Disney+, par exemple. D'ailleurs, tu sais qu'à propos de VOD, petite anecdote, j'étais assez étonné. J'ai vraiment eu l'impression que tu allais dire des ventes de VHS. Je me suis dit, le mec, il est vraiment parti dans le passé. J'en ai une derrière moi, juste là, mais de VHS, mais non. Le Avatar 2 est sorti le même jour sur Disney+ et sur Max. C'est incroyable. Tu trouves pas? Bah, quand t'as besoin de blé, t'as besoin de blé, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais alors on est d'accord qu'en effet, il y a une vente de droits qui a dû être colossale du côté de la Warner. Ils ont payé très cher, mais quand même, ça aurait pu être l'exclu Disney+. Et alors, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, t'as Max qui communique sur le fait que ouais, on a Avatar. T'as Disney à côté qui nous, c'est Disney, on a Avatar. En fait, ils l'ont tous les deux Avatar, quoi. Donc voilà, bon. La Petite Sirène, ça m'étonne pas. Après, il est sorti à un mauvais moment. Et le truc, c'est que le succès de Across the Spider-Verse, honnêtement, il était inattendu. C'est-à-dire que l'industrie a du mal à accepter une suite d'un film qui a eu un excellent bouche à oreille, comme Spider-Verse, et qui a une excellente image, que sa suite puisse être un succès. Et ils auraient changé la programmation si c'était comme ça, tu vois. Et je pense que pour le mois de juillet, c'est à peu près pareil. Il y a 3 très gros films qui sortent en même temps, donc Barbie, Oppenheimer et Mission Impossible. Je pense qu'au niveau de l'industrie, ils doivent se dire que soit Oppenheimer, soit Barbie va pas du tout marcher. Et du coup, ils se disent bon, Mission Impossible va faire sa vie tranquille. Mais le problème là, c'est qu'ils sont pas prêts pour des surprises. On le voit bien là. Fast and Furious était persuadé de rouler sur absolument tout le monde et au final, il s'est pris un mur tout de suite.
Et la petite sirène, une fois qu'elle a écrasé Fast and Furious, c'était tranquille pour elle jusqu'à la sortie de The Flash, et elle s'est mangé Spider-Man qui lui a coupé les pattes, quoi. Donc ouais, mais c'est pas étonnant. Tu sais, après les adaptations live, bon, alors tu m'as montré des chiffres qui montrent que y en a qui vont cartonner, mais je pense que Le Roi Lion c'est un accident industriel, sans succès. Que ils sortent le 2 demain, le film marche pas du tout, ou beaucoup moins bien. La Belle et la Bête, j'avais complètement oublié qu'il a fait le milliard. Alice au Pays des Merveilles, le premier, les gens étaient hyper intrigués, et puis on était sur la vague un peu Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Mais tu vois, par exemple, je pense les succès un peu comme Maléfique ou Cendrillon, je voyais bien la petite sirène être dans ces zones-là. Et tu sais qu'il y a d'autres adaptations live qui ont genre bidé de méga ouf, hein. C'est les Aristochats. Non, c'est pas les Aristochats. C'est La Belle et le Clochard qu'ils ont fait en live action directement sur Disney+. Enfin, il y en a d'autres, hein, comme ça. Puis il faut pas oublier l'échec de Dumbo de Tim Burton aussi, hein. Tout à fait. Et puis bon, après, c'est vrai que là, dans les films que j'ai cités, il y a des trucs qui sont des aberrations un peu Covid. Aladdin, ça m'a l'air d'être un peu une aberration Covid. Dumbo aussi. Mais voilà. Et je vais terminer ma dernière news, comme ça tu pourras te faire le petit tunnel de Caire, comme on l'appelle du côté de la Picardie. C'est Netflix qui a annoncé qu'ils étaient en train de travailler ardemment à entretenir des IA pour les entraîner à faire du montage comme les grands maîtres du cinéma. En gros, ils leur envoient tout le catalogue Netflix qu'ils ont dans tous les pays. Et pour que les IA apprennent à faire du montage exactement comme un humain le ferait. Parce que, évidemment, alors, comment ça se passe en gros, le plus gros problème des monteurs, c'est qu'ils ont des milliers d'heures de rush qui arrivent. Et de là, il faut qu'avec le réalisateur, le monteur arrive à faire un film qui a un sens, qui a une histoire, qui est pas trop chiante, garder un rythme, à quel moment l'acteur va avoir la meilleure réaction, etc. Donc c'est vraiment une vraie écriture qu'on suppose très dure à reproduire pour une IA, mais Netflix ne pense pas et du coup direct entraîne des IA. Je suis bien curieux de savoir ce que ça va donner. Je suppose, puisque des IA sont déjà utilisées là-dedans, que le premier usage, ça va être tout simplement de nous faire des bandes annonces individualisées. Donc c'est-à-dire que quand quand Netflix saura que vous aimez, je sais pas, les comédies romantiques, mais avec un poil d'action, un poil de machin, du coup ils vous feront un petit peu votre bande-annonce pour vous. Et après, l'étape d'ensuite, ce serait, alors là on est vraiment dans le futur. L'étape 2, c'est l'IA qui vous monte un film à votre sauce à vous. C'est-à-dire si vous aimez un peu plus de romantisme, un peu moins d'action ou l'inverse. Et étape numéro 3, on le rappelle, hein, c'est le but final de l'IA, c'est d'acheter en fait des droits d'auteur de tel réalisateur, tel acteur, et qu'on puisse juste appuyer sur Netflix en disant ce soir je veux un film avec Tom Cruise fait à la David Fincher qui est en fait un polar. Et là, une IA écrit un scénario, génère les images, monte tout ça pour qu'on ait chacun du contenu vraiment dédié qui puisse apparaître dans nos télés. On n'est pas encore à l'étape 3, mais l'étape 1, la bande-annonce individualisée, je ne serais pas surpris de voir ça apparaître d'ici une bonne année, vu les avancées. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mon cher Kerr, et quelles sont tes news d'après? Alors, je n'aime toujours pas les IA et je n'ai plus de news. Eh ben, mon cher Kerr, tu m'as coupé complètement dans mon élan. J'étais persuadé que tu allais nous enchaîner avec plusieurs autres news. Du coup, je crois que bien, ça veut dire que tu es l'heureux gagnant du mot de la fin. Eh ben, mon mot de la fin sera merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, merci aux tipeurs, merci à ceux qui vont mettre des commentaires. Il y a une vidéo sur The Flash à retrouver sur la chaîne, il y a également la critique de Cross the Spider-Verse, et il y a des vidéos débats, hein, notamment sur Disney est-il en danger, est-ce qu'il y a un désintérêt pour les séries Star Wars Marvel. On a également une vidéo sur Netflix et la fin du partage de comptes. Voilà, il y a plein de choses à regarder sur Cut Technique. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche qui est sur le côté. Merci à Daniel à la réalisation, merci à toi Greg, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.